Les éditions lelivreaudio.com, en collaboration avec le site techno-science.net, présentent Actualité technique et scientifique numéro 11 en version audio. Directement au sujet. Physique postée par Adrien le mercredi 22 mai 2013 à 0000. Contrôle et le mouvement. Jusqu'au niveau atomique. www. Bulletins électroniques d'eau comme Weblink. Mouvement des atomes. Ordinateur quantique. Un certain nombre d'actions de la vie courante exigent un mouvement contrôlé, de la cuillère que l'on porte à la bouche à l'atterrissage d'un avion. Ces mouvements sont possibles, dès lors qu'existe une boucle de régulation. La position d'un objet à un temps donné est mesurée, puis corrigée par rapport à la position souhaitée, que ce soit par ordinateur, ou par le cerveau. Il peut en être de même pour un seul atome, comme le montrent des physiciens de l'université de la Sarre, avec l'aide de leurs collègues d'Innsbruck, Autriche, de Karlsruhe Bad-Württemberg, et de Mayence Rhénanie-Palatinat. Lorsque des chercheurs souhaitent étudier un atome de très près, notamment pour effectuer des mesures précises de poids, il est souvent question du piège à ions de Paul. Ce système permet d'enfermer un atome dans un champ électromagnétique. Un refroidissement en parallèle réduit les mouvements de l'atome dans une zone de quelques dizaines de nanomètres. L'atome oscille toutefois, avec une fréquence d'environ 1 MHz, explique Jean Echner, professeur de physique expérimentale à l'université de la Sarre. Pour réduire ce battement, l'équipe de chercheurs a développé un circuit de commande des déplacements de l'atome de manière à ralentir la particule lors d'oscillations trop fréquentes et inversement. Les physiciens ont réussi à ajuster la fréquence radio de manière à ce qu'elle soit en phase avec le mouvement de l'atome. Le système présenté a vocation de synchroniser le mouvement de deux atomes, même très éloignés. Mais cette étude met surtout en avant la possibilité pour la première fois de suivre en continu la position d'un atome, avec un domaine d'incertitude de vingtaine m. À partir de cette information, la vitesse est mesurée par moyenne optique, sur le même principe qu'un radar de contrôle routier. Dans de précédentes études, les équipes d'Innsbruck avaient démontré qu'une boucle de commande permettait également un meilleur refroidissement. Si nous allions les deux méthodes de refroidissement et de synchronisation, nous pourrons contrôler de manière optimale le mouvement atomique, commente le chercheur. Ces résultats peuvent à l'avenir trouver des applications dans l'informatique quantique, et faciliter la communication interatomique. Vieter posté par Adrien le mercredi 22 mai 2013 à 0000. Des comportements agressifs seraient liés au tabagisme, passif comportement agressif. Linda Pagani, les enfants exposés en bas âge au tabagisme passif sont plus susceptibles de devenir physiquement agressifs et antisociaux, indépendamment du fait qu'ils aient été exposés au tabagisme pendant la grossesse, ou que leurs parents aient un historique de comportements antisociaux, selon Linda Pagani et Caroline Fitzpatrick, de l'Université de Montréal, et de son hôpital affilié, le CHU Sainte-Justine. Aucune étude à ce jour n'avait pris en compte ces facteurs. Mais le tabagisme passif est en fait plus dangereuse que la fumée directement inhalée par le fumeur. Et 40% des enfants dans le monde entier y sont exposés. En outre, l'exposition à cette fumée pendant la petite enfance est particulièrement dangereuse, car le cerveau de l'enfant est alors en plein développement, indique la Dr Pagani. J'ai examiné des données recueillies sur environ 2055 enfants, entre la naissance et l'âge de 10 ans, comprenant des indications des parents sur l'exposition au tabagisme passif, et des observations des enseignants et des enfants eux-mêmes sur leur comportement en classe. Les enfants qui avaient été exposés au tabagisme passif, même temporairement, étaient beaucoup plus susceptibles de se décrire comme plus agressifs en fin de 4e année. Mais l'étude a été publiée dans le Journal of Epidemiology and Community Health, le 21 mai 2013. Puisqu'il n'était pas question d'exposer délibérément des enfants au tabagisme passif,
La professeure Pagani s'est fondée sur des données longitudinales recueillies annuellement, à partir de la naissance, par l'Institut des statistiques du Québec. Comme les parents élevaient leurs enfants tout en participant à l'étude, ces données ont servi d'expérimentation naturelle des variations dans la population infantile de l'exposition au tabagisme à la maison pendant la petite enfance. Bien qu'aucun lien direct de causalité ne soit démontré, la corrélation statistique laisse penser que l'exposition au tabagisme passif permet de prédire des comportements déviants plus tard dans l'enfance. L'information très détaillée colligée dans le cadre de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec a permis à la professeure Pagani d'en arriver à un résultat jamais obtenu auparavant, par d'autres chercheurs, distinguer la contribution unique de l'exposition au tabagisme passif sur les comportements déviants ultérieurs chez les enfants. Mais généralement, dans les études précédentes sur des groupes d'enfants, on demandait périodiquement aux mères si elles fumaient ou non, et combien, plutôt que de demander si quelqu'un fumait, dans la maison où les jeunes enfants passent leur journée, indique la professeure Pagani. En outre, peu d'études ont tenu compte des comportements antisociaux chez les parents, et elles ont été encore plus rares à étudier l'influence subséquente à long terme d'une exposition prolongée au tabagisme passif. Par ailleurs, aucune n'a pris en compte le fait que les familles défavorisées sont moins susceptibles de participer à une étude à long terme, comme celle-ci, ce qui fausse évidemment les statistiques. Les statistiques de l'étude sont corroborées par d'autres études biologiques sur les effets de la fumée sur le cerveau. La fumée du tabagisme passif est composée à 15% par la fumée inhalée, puis exhalée par le fumeur, et à 85% par la fumée qui s'envole de la cigarette. Cette dernière est jugée plus toxique, car elle contient une plus grande concentration de nombreux polluants, et est respirée sur une période plus longue. Mais nous savons que le manque d'oxygène, dans le système nerveux central du fœtus, causé par l'exposition de la mère à la fumée, peut ralentir la croissance du cerveau chez le fœtus, et entraîner un faible poids à la naissance, explique la professeure Pagani. La présence de fumée de tabac dans l'environnement représente la cause la plus évitable de maladies et d'invalidité chez l'enfant. Cette étude laisse penser que la période post-natale est importante pour la prévention des troubles de comportement chez l'enfant, et ses conclusions militent en faveur de la promotion d'un environnement non pollué à la maison pour les enfants. Linda Pagani est professeure à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheuse au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et membre du groupe de recherche sur les environnements scolaires du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Astronomie postée par Isabelle le mardi 21 mai 2013 à 12h00 Cassini. Première carte topographie globale de Titan. Carte topographique de Titan. Image Crudinasa /JPL Keltech /Asi Joie plus Cornell Weisman. Les scientifiques ont constitué la première carte topographie globale de la Lune Titan de Saturne, donnant aux chercheurs un outil précieux pour mieux connaître l'un des mondes les plus similaires en bien des points à la Terre dans le système solaire. La carte vient de faire l'objet d'une publication dans la revue Icarus. Titan est la plus grande lune de Saturne, avec un rayon d'environ 2574 km, elle est plus grande que la planète Mercure, et la deuxième plus grande lune dans le système solaire. Les scientifiques portent un intérêt particulier à Titan, parce que c'est la seule lune du système solaire connue pour avoir des nuages, des liquides de surface, et une atmosphère singulière, épaisse. L'atmosphère froide est principalement constituée d'azote, comme la Terre, et les composés organiques à base de méthane sur Titan agissent de la même manière que la vapeur de sur point d'interrogation Terre, formant des nuages, tombant sous forme de pluie, et sculptant des rivières en surface. Les produits chimiques organiques, issus du méthane, sont présents dans l'atmosphère, les lacs et rivières de Titan, et peuvent offrir des indices sur les origines de la vie. Titan a une activité extrêmement intéressante, comme l'écoulement de liquide et le déplacement de dunes, mais pour comprendre ces processus, il est utile de connaître le terrain, a déclaré Ralph Laurent,
membre de l'équipe radar de Cassini, basée à l'université Johns Hopkins Laboratoire de physique appliquée, Laurel, Maryland, qui a dirigé l'équipe CART Design. Il est particulièrement utile pour ceux qui étudient l'hydrologie, le climat et la météo d'avoir une modélisation de Titan. Ils ont besoin de savoir s'il existe un terrain élevé, ou de faible altitude, pour construire leur modèle. Image Crudinasa /JPL Keltech /Asi Joie plus Cornell Weisman, l'épaisse brume de Titan disperse la lumière de telle sorte qu'il est très difficile pour les caméras de voir les formes du paysage et les ombres. Pratiquement toutes les données dont nous disposons sur Titan proviennent de la sonde Cassini en orbite autour de Saturne. Lors de ses survols, Cassini a utilisé un imageur radar, qui peut opérer à travers la brume, et les données radar peuvent être utilisées pour estimer la hauteur de la surface. Avec cette nouvelle carte topographique, l'un des mondes les plus fascinants et les plus dynamiques de notre système solaire apparaît maintenant en 3D, a déclaré Stovall, le chef d'équipe adjoint de l'équipe de radar de Cassini, basé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. Sur Terre, les rivières, les volcans et même les conditions météorologiques sont étroitement liées à la hauteur des surfaces. Nous sommes maintenant impatients de voir ce que nous pouvons apprendre de cela sur Titan. Image Crudinasa /JPL Keltech /Asi Joie plus Cornell Weisman, il y a cependant des défis. Cassini n'est pas en orbite autour de Titan, a déclaré Laurent. Nous avons seulement imagé environ la moitié de la surface de Titan, et plusieurs observations sont nécessaires pour estimer les hauteurs de surface. Si vous divisez Titan en 1 degré par 1 degré latitude, et la longitude carrée, seulement 11% des ces carrés ont des données topographiques. L'équipe de Laurent a utilisé un processus mathématique appelé interpolation. Les estimations correspondent aux connaissances actuelles de la Lune. Les régions polaires sont plus basses que les zones autour de l'équateur, par exemple, mais en reliant ces points, les scientifiques peuvent ainsi ajouter de nouvelles couches à leurs études de la surface de Titan, en particulier sur la modélisation et la localisation des rivières de Titan, ainsi que la répartition saisonnière des précipitations de méthane. Le mouvement des sables et l'écoulement des liquides sont influencés par les pentes des montagnes. Tout cela peut déclencher la formation de nuages et donc la pluie. Il pourrait être utile selon Laurent de réviser ces données, lorsque la mission Cassini prendra fin en 2017, plus d'informations aura alors été accumulées, afin de combler certaines lacunes. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas attendre, et que nous devions sortir un produit intermédiaire, dit-il. La communauté avait l'espoir d'obtenir une telle carte depuis un certain temps. Je pense que cela va engendrer un travail de recherche très intéressant. Physique postée par Adrien le mardi 21 mai 2013 à 0000 antenne à vortex magnétique pour transmission de données sans fil www bulletins électroniques d'eau comme WebLink vortex magnétique couche magnétique en 3D. Des tourbillons magnétiques en 3 dimensions ont été conçus par des scientifiques du centre Helmholtz de Dresden-Rossendorf HZDR, SAX en collaboration avec l'Institut Paul Scherrer suisse. Jusque-là, seuls des tourbillons magnétiques en 2 dimensions avaient été observés, explique Sébastien Wintz, chercheur au HZDR. Ceux-ci se produisent généralement dans les disques magnétiques à l'échelle nanométrique. Le chercheur a étudié les systèmes de couches magnétiques en 3 dimensions. Son équipe a empilé 2 disques magnétiques, séparés par une couche de métal non magnétique mince. Grâce à cette conception, les matériaux magnétiques entourant la couche intermédiaire se retrouvent orientés en formant un vortex tridimensionnel. Les vortex en 3D se forment entre 2 couches magnétiques autour d'une couche séparatrice non magnétique. De manière générale, le tourbillon magnétique aide les chercheurs à améliorer la compréhension des matériaux magnétiques. Ils offrent également des applications très prometteuses,
Dans les technologies de l'information et de la communication par exemple, ces vortex en 3 dimensions pourraient par exemple permettre de concevoir des antennes de haute performance stables pour la transmission sans fil ultra rapide, comme les communications mobiles ou le Wi-Fi, indique Sébastien Wintz. Afin de produire des disques magnétiques, avec des couches intermédiaires métalliques très minces, l'équipe a utilisé le principe de la lithographie à faisceau d'électrons. Nous avons utilisé le métal rare rhodium et obtenu les propriétés souhaitées en modifiant l'épaisseur et la rugosité des couches. Le tourbillon magnétique ont été révélés à la source de lumière aux UCLS, l'installation de rayonnement synchrotron de l'Institut Paul Scherrer. Le rayonnement synchrotron est une forme particulièrement intense de la lumière. Ses propriétés peuvent être ajustées aux besoins spécifiques d'une expérience. Le groupe de travail dirigé par Georges Raab à l'Institut Paul Scherrer utilise un microscope électronique à balayage par transmission de l'ASLS, capable d'afficher directement des directions d'aimantation, avec une résolution de 20 nanomètres, ainsi que d'isoler les signaux de 2 matériaux magnétiques différents. La direction de magnétisation à l'intérieur du tourbillon est stable, et ce même à des fréquences très élevées. Il serait possible de travailler dans le domaine du gigahertz, qui est le domaine de fonctionnement des réseaux Wi-Fi. La prochaine étape pour les chercheurs sera donc d'étudier de plus près, avec la même méthode, le comportement de ces disques magnétiques, en tant qu'antenne vortex à haute fréquence. Transport posté par Isabelle le lundi 20 mai 2013 à 12h00. Transport routier. Lancement de service d'information intelligent. Transport routier. La Commission européenne a adopté le 15 mai 203 de règlement visant à promouvoir la mise en place de services d'information intelligents, tels que les avertissements en temps réel concernant le risque de conditions de circulation dangereuses, et le signalement aux chauffeurs routiers d'aires de stationnement sûres. Ces services peuvent être fournis de différentes manières, notamment au moyen de panneaux de signalisation à messages variables, de la radio, ou d'applications pour téléphone mobile. Service d'information intelligent. Illustration Europa. La Commission souhaite faire en sorte que ces services d'information soient interopérables et compatibles dans toute l'Europe, et accessibles au plus grand nombre de conducteurs possible, tout au long du réseau routier transeuropéen. M. Siankala, vice-président de la commission chargée des transports, a déclaré: les systèmes intelligents font déjà partie de la vie quotidienne de la plupart des citoyens de l'Union. L'obtention en temps utile d'informations fiables peut en effet nous permettre d'améliorer la sûreté et la sécurité routière, ainsi que l'efficacité des transports. Contexte: le nombre de tués sur les routes de l'UE a reculé de 9% en 2012, ce qui signifie que les États membres sont de nouveau sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'une réduction de moitié de la mortalité routière entre 2010 et 2020. Toutefois, 75 personnes trouvent encore chaque jour la mort sur nos routes. Les mauvaises conditions météorologiques et les routes glissantes. 15% des accidents mortels en France, et environ 20% de ces accidents en Finlande, comptent parmi les causes d'accidents les plus fréquentes. Les zones d'accidents non sécurisées sont également à l'origine de 15% des accidents mortels en France. D'après les estimations, 44 tués et 1430 blessés par an dans l'UE seraient imputables au stationnement dangereux. On estime que des services d'information intelligents permettraient de réduire jusqu'à concurrence de 7% le nombre de tués sur les routes, ainsi que le nombre et la gravité des accidents. De tels services permettraient également de réduire les retards engendrés par les accidents de la route, les émissions de CO2, et le coût de réparation des infrastructures. En outre, ils permettraient de réduire jusqu'à concurrence de 30% le temps que consacrent les chauffeurs routiers à la recherche d'aires de stationnement. Les nouveaux règlements ne rendent pas la fourniture de services d'information obligatoire. Cependant, si des États membres, des opérateurs et des prestataires de services décident de concevoir et de mettre en place de tels services,
ils seront tenus de se conformer aux exigences de ces règlements. 1. Des informations routières sur les risques potentiels. Le premier règlement présenté ce jour par la Commission permettra de faire en sorte que tous les conducteurs soient informés en temps utile sans frais supplémentaires. Ils seront prévenus à l'avance des risques, tels qu'une zone d'accident non sécurisée, ou des conditions de circulation dangereuses. Afin de prévenir toute prolifération de services incompatibles, ce règlement fixe les conditions essentielles, y compris les principales fonctionnalités, auxquelles doivent satisfaire les services d'information proposés à l'ensemble des conducteurs. Parmi les informations fournies figureront le type et le lieu de l'incident, et, au besoin, des conseils de conduite. L'objectif de la Commission est la mise en place de services de fourniture d'informations sur la circulation liée à la sécurité routière, tout au long du réseau routier transeuropéen, y compris d'un État membre à l'autre. Toutefois, afin de tenir compte des différentes situations nationales, et d'optimaliser les investissements, il importe que les États membres recensent les axes routiers pour lesquels ces services d'information devraient être mis en place en premier lieu. 2. Le signalement des aires de stationnement pour les camions et autres véhicules utilitaires. Le second règlement améliorera l'information des conducteurs de camions et d'autres véhicules utilitaires au sujet des aires de stationnement sûres. Il vise à prévenir le stationnement dangereux des camions et autres véhicules utilitaires sur les accotements, et à aider les conducteurs à se conformer à la réglementation en matière de temps de conduite. Il garantit également l'interopérabilité et la continuité des services d'information tout au long du réseau routier transeuropéen, y compris d'un État membre à l'autre. Le règlement définit le partage des responsabilités entre les opérateurs publics et privés concernés aux fins de la fixation de règles harmonisées et normalisées en matière de collecte, de partage et de diffusion des informations. Les informations seront fournies au moyen de téléphones intelligents, smartphones, ou de panneaux de signalisation à messages variables, et décriront les aires de stationnement, le niveau de sécurité et de sûreté, ainsi que les installations de confort offertes. Les États membres sélectionneront des zones prioritaires de stationnement pour camions en cas de manque de place dans une aire de stationnement, et des informations seront fournies quant aux capacités de stationnement inutilisées dans la même zone. Prochaines étapes. Les règlements ont été soumis au Parlement européen et au Conseil en application de la procédure des actes délégués. La Commission espère pouvoir les publier d'ici à la fin du mois de juin. Les conducteurs devraient, quant à eux, pouvoir bénéficier des services en question à la suite de la publication des nouveaux règlements. Pour de plus amples informations, voir Europado Weblink en anglais. Énergie postée par Adrien le lundi 20 mai 2013 à 0000 stocké. L'énergie intermittente sous forme d'hydrogène. www. Bulletins électroniques d'eau comme Weblink. Stockage de l'énergie. Énergie renouvelable. Pile à combustible. Des chercheurs de l'université de Saragosse ont mis au point un matériau plus efficace pour réaliser l'électrolyse de l'eau et stocker l'hydrogène produit. Ce dispositif permet de créer des cellules de stockage de l'énergie sous la forme d'hydrogène, qui peut être utilisé ensuite dans les piles à combustible. Ces dispositifs pourraient être utilisés pour stocker l'énergie produite de manière alternative, comme le solaire ou l'éolien. Les énergies dites renouvelables possèdent souvent le même défaut, elles sont aussi intermittentes, c'est-à-dire que leur production n'est pas assurée en permanence ni de manière constante. C'est le cas par exemple pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il arrive parfois que ces systèmes produisent plus d'énergie que nécessaire. Le surplus ne pouvant être utilisé est alors perdu alors qu'il pourrait être utile au moment où ces méthodes ne produisent pas d'énergie. Afin de résoudre ce problème, les chercheurs travaillent au développement de méthodes de stockage. Une des pistes privilégiées est basée sur l'hydrogène. L'énergie électrique produite peut permettre d'électrolyser de l'eau,
afin de produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Ces produits sont ensuite utilisés dans des piles à combustible, pour produire à nouveau de l'eau et de l'énergie utilisable. Si les piles à combustible existent et sont déjà opérationnelles dans les voitures hybrides par exemple, la production d'hydrogène par électrolyse est limitée à cause de l'absence de matériaux efficaces. C'est dans ce sens que les chercheurs de l'université de Saragosse ont travaillé. Ils ont mis au point des électrolyseurs alcalins, qui permettent de réaliser la réaction d'électrolyse, avec moins d'énergie, et qui assurent aussi une meilleure séparation des produits, pour faciliter leur stockage. Les diaphragmes développés ont été brevetés, et sont déjà en production à moyenne échelle, par des entreprises associées au projet de recherche. Les travaux étaient conduits depuis 2009 au travers de programmes de cofinancement public-privé comme Impacto mis en place par l'ancien ministère dédié à la recherche et à l'innovation. Vieter posté par Isabelle le dimanche 19 mai 2013 à 12h00 Week-end de comptage printanier des oiseaux des jardins comptage oiseaux. Les 25 et 26 mai prochains, l'Alpo et le Muséum national d'histoire naturelle invitent petits et grands à se rendre au jardin pour y compter les oiseaux durant 1 heure. Lancé cette année sur 2 jours, ce comptage est réalisé dans le cadre de l'Observatoire des oiseaux des jardins. Annuel et simple à réaliser, il fait suite au comptage du même type déjà réalisé en janvier, et qui a mobilisé près de 3000 personnes et permis de dénombrer plus de 129 000 oiseaux. Ce nouveau comptage permettra d'évaluer la richesse écologique des jardins, et d'effectuer un suivi des populations d'oiseaux communs des jardins. Rouge-gorge européen, illustration Pierre Selim Wikimedia Commons. Pour participer, c'est très simple. 3 étapes clés: choisir son jour d'observation, et son jardin privé, public, même un balcon, observer et noter durant 1 heure tous les oiseaux du jardin, faire parvenir ses observations aux scientifiques via l'enregistrement de son jardin sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins www.oiseauxdesjardins.fr. Le protocole détaillé du comptage est disponible sur le site de l'Observatoire. Des explications et une fiche d'aide au comptage y sont à la disposition des participants. Des données disponibles depuis presque 10 ans. C'est l'Observatoire des oiseaux des jardins, un programme national de sciences participatives du réseau Véginature, qui organise ce comptage. Il fait suite à l'enquête patrimoniale des refuges LPO lancée en 2004. Sur le même principe, cette enquête biennale incitait chaque propriétaire de refuge LPO à participer à la mise en place et au développement d'un observatoire de la biodiversité des jardins. C'est maintenant chose faite avec la création depuis mars 2012 de l'Observatoire des oiseaux des jardins. Ainsi, le comptage de mai, cette année ouvert à tous, bénéficiera de l'expérience et des données déjà récoltées depuis 2004. Cela permettra d'établir des tendances de population de ces oiseaux dits communs sur près de 10 ans. Rendez-vous est donné au jardin les 25 et 26 mai prochains. Rétro-posté par Michel le dimanche 19 mai 2013 à 0000 Rétro 1932 Recettes de la vie pratique XY Rétro. L'année rétro de ce dimanche nous propose une astuce pratique du siècle dernier. Avertissement: cette année rétro retranscrit des connaissances scientifiques, techniques, ou autres de 1932, et contient donc volontairement les arguments, incertitudes, ou erreurs d'époque. Pour déboucher un évier obstru et de matière grasse, il y a plusieurs procédés pour déboucher un évier. Ces procédés varient naturellement, avec la cause qui a produit l'obstruction. En voici un qui peut être employé dans le cas où l'engorgement est produit par l'accumulation de matière grasse, de détritus, etc. Il ne saurait valoir pour les cas où l'engorgement est produit par un corps dur, mais il est ici presque infaillible. Procurez-vous un bouchon de caoutchouc de la grosseur du trou de l'évier long d'environ 3 cm.
Traversez-le de part en part d'une valve de chambre à air de bicyclette. Quand le bouchon est ainsi préparé, versez de l'eau dans le tuyau de l'évier en laissant un petit espace entre le niveau et le bout de la valve. Bouchez hermétiquement le trou adapté à la valve une pompe à bicyclette et pompez avec force. L'air comprimé entre l'eau et le bouchon fait une poussée qui a toute chance de chasser les matières obstruantes. Aussitôt le débouchage opéré, faites passer librement une bonne quantité d'eau pour entraîner les derniers détritus, ou, mieux encore, profitez de l'occasion pour purifier votre évier. Pour ce nettoyage, jetez dans le conduit de l'eau bouillante additionnée de cristaux, et terminez en versant quelques gouttes d'essence de térébenthine. Cette dernière précaution est d'ailleurs à prendre de temps en temps, même sans engorgement, c'est une bonne manière de les éviter. La térébenthine offre en outre l'avantage de débarrasser l'évier de toute mauvaise odeur. Vieter posté par publication le samedi 18 mai 2013 à 12h00, une poche d'eau de la période précambrienne, pourrait abriter la vie période précambrienne poche d'eau origine de la vie. Des chercheurs britanniques et canadiens ont découvert une poche d'eau dans les profondeurs de la mine de Timmins de l'Ontario, au Canada. D'après un communiqué de l'Université de Manchester, ces scientifiques datent cette eau d'au moins 1,5 milliard d'années, soit de la période précambrienne. La possibilité qu'elle ait le même âge que les roches dans lesquelles elle a été retenue, soit 2,7 milliards d'années, n'est pas à écarter. Cet intervalle de temps est compris entre 4,5 milliards et 540 millions d'années au cours desquelles la formation de la Terre a lieu. Une eau d'au moins 1,5 milliard d'années pourrait renseigner sur l'origine de la vie, de son développement. Illustration Université de Manchester. Grâce à cette découverte, les scientifiques seront en mesure de lever une partie du voile guillemets sur l'origine de la vie, de son développement, et de la survie dans des milieux extrêmes, ou d'autres planètes. En effet, se trouvant isolée à 2,4 km sous terre, cette eau contient de l'hydrogène, du méthane dissous, ainsi que des isotopes d'hélium, du néon, de l'argon et du xénon. Ce sont à proprement parler des éléments propices au développement des organismes microscopiques, même isolés des rayons, et de l'énergie solaire. Selon les scientifiques, il y aurait des probabilités que l'on puisse faire la découverte d'une telle poche d'eau sur Mars, ce qui pourrait constituer une preuve de vie sur la planète rouge. Pour plus d'informations, voir Réservoir d'Inde Ontario, Olbillon Terre www.nature d'eau comme weblink, et 1.12995. Vieter posté par Michel le samedi 18 mai 2013 à 0000. Prévenir le diabète de type 2 chez les personnes obèses. Obésité, diabète de type 2. Nathalie Saint-Pierre, Catherine Leroux, Simon Bissonnette, Annie Tardif, Danny Gauthier, Robert Dufour, Mafarage, Valérie Lamantia, Annie Wassef. IRCM. Une nouvelle étude menée par la Dre Mafarage, professeure sous octroi agrégé à l'Université de Montréal, et chercheuse invitée à l'IRCM, avec son équipe de recherche et des médecins collaborateurs, démontre que le nombre de particules qui transportent du mauvais cholestérol dans le sang est un facteur important dans le développement du diabète de type 2 chez les personnes obèses. Les résultats sont publiés dans le numéro de mai de la revue Journal of Lipid-Research. Cette percée scientifique pourrait aider à prévenir le diabète en ciblant des traitements pour les personnes à haut risque. Les recherches de la Dre Farage visent à explorer de nouveaux mécanismes qui pourraient favoriser le développement du diabète de type 2, ainsi que diverses interventions alimentaires qui pourraient aider à la prévention du diabète dans la population canadienne. Pour ce projet, son équipe a étudié la fonction du tissu adipeux masse grasse, tissu spécialisé dans l'entreposage des excès d'énergie provenant de l'alimentation. Chez l'humain, le tissu adipeux est principalement situé sous la peau, mais peut aussi se retrouver autour des organes internes. Après un repas,
les graisses alimentaires sont transportées vers plusieurs endroits dans le corps, dont le tissu adipeux. Toutefois, si le tissu adipeux ne fonctionne pas correctement, les masses grasses s'accumulent plutôt dans les tissus non adipeux comme le foie, les muscles et le pancréas, ce qui réduit la capacité du corps à utiliser le sucre alimentaire. Une croyance couramment répandue suggère qu'il est préférable de bloquer la fonction du tissu adipeux, afin de réduire l'obésité, mais, en fait, un tissu adipeux qui fonctionne mal, pourrait augmenter le risque de diabète de type 2, et d'autres maladies cardiovasculaires, a dit Ledre Farage. Une accumulation de gras dans le foie augmente la production de lipoprotéines de basse densité LDL, les particules communément appelées mauvais cholestérol. Bien que le corps humain ait besoin d'une certaine quantité de LDL pour assurer la croissance et la réparation des cellules, un taux trop élevé peut causer l'accumulation de plaques à l'intérieur des artères, ce qui peut éventuellement entraîner le rétrécissement des artères et une augmentation du risque de crise cardiaque ou d'AVC. Il a aussi été établi qu'un nombre élevé de particules de LDL est un facteur de risque pour le développement des maladies cardiovasculaires. Nous avons étudié la relation entre le nombre de particules de LDL et la fonction du tissu adipeux chez les femmes post-ménopausées obèses ou en surpoids. Ces femmes étaient toutes considérées comme étant en santé, puisqu'elles étaient non-fumeuses, ne prenaient pas de médicaments, et n'avaient pas de maladie chronique telle le diabète ou une maladie cardiovasculaire. Nous avons découvert qu'un nombre élevé de particules de LDL est non seulement une conséquence d'un tissu adipeux dysfonctionnel, mais qu'il joue également un rôle actif dans la perte de fonction du tissu adipeux, ont expliqué Simon Bisson et Théuda Salem, étudiants diplômés dans l'équipe de Ledre Farage et premiers auteurs de l'étude. Les résultats de notre étude suggèrent que réduire le nombre de particules de LDL pourrait améliorer la fonction du tissu adipeux, et ainsi réduire le risque de développer le diabète de type 2, et les maladies cardiovasculaires chez les personnes obèses. Cette découverte pourrait nous aider à identifier les personnes à plus haut risque de développer ces deux maladies, et à les cibler pour des traitements pharmaceutiques ou alimentaires, afin de prévenir l'apparition de tels troubles cardio-métaboliques, a ajouté Ledre Farage. Les instituts de recherche en santé du Canada sont fiers d'appuyer Ledre Farage, alors qu'elle mène son équipe à faire des découvertes qui auront un impact positif sur la santé des Canadiens. Munir les Canadiens d'informations sur les risques et la prévention du diabète de type 2 est la clé de la réduction du taux de cette maladie, que l'on peut prévenir, a dit le Dr Phil Sherman, directeur scientifique de l'Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète des IRSC. Vieter posté par publication le vendredi 17 mai 2013 à 12h00, la FAO préconise la consommation d'insectes comestibles. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou la FAO, plus de 2 milliards de personnes à travers le monde consomment des insectes. C'est ainsi qu'elle encourage la consommation d'insectes et met en exergue l'importance des forêts et des produits forestiers lors de la mise en place des politiques de sécurité alimentaire. Sauterelle frite en Montavien Tian Lao, illustration Chaboru par Wikimedia Commons. Actuellement, la FAO et l'université de Wageningen aux Pays-Bas dénombrent pas moins de 1900 insectes comestibles. Cependant, les plus consommés sont les scolytes, les chenilles, les abeilles, les sauterelles et les criquets 13%. La plupart de ces insectes présentent un apport énergétique important. Bien connus pour leur apport en protéines et en lipides, ils fournissent des éléments nutritifs, comme le calcium et le fer. Ce qui constitue un véritable atout pour lutter contre la faim dans le monde. Les insectes présentent également un énorme avantage par rapport au bétail. En effet, si un bovin doit consommer 8 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande, un insecte n'a besoin que de 2 kg pour produire la même quantité de viande. En outre, les insectes présentent un autre avantage, ils ne produisent pas autant de gaz à effet de serre que le bétail.
Mathématiques postée par Adrien le vendredi 17 mai 2013 à 0000, la théorie des jeux, pour calculer le prix des péages autoroutiers www.bulletins électroniques d'eau comme Weblink théorie des jeux calculer une tarification. Une équipe de chercheurs de l'Université du Pays Basque a utilisé la théorie des jeux, afin de déterminer quel était le tarif idéal du péage d'une autoroute en fonction du trajet parcouru. L'idée avait été appliquée pour la tarification des pistes d'aéroport. Cependant, l'application de ces théories dans le cas de l'autoroute nécessitait de nouveaux développements mathématiques. Le modèle proposé par les chercheurs peut s'appliquer à d'autres structures publiques, comme les centres sportifs municipaux. La répartition du coût d'utilisation des infrastructures publiques est souvent un casse-tête. Dans le cas d'infrastructures privées, la rentabilité économique est le facteur qui va dicter et orienter la prise de décision. Mais la situation est différente pour des infrastructures publiques. Faut-il assurer un accès moins onéreux pour les plus défavorisés? Faut-il favoriser les utilisateurs les plus assidus? Comment alors calculer le tarif d'utilisation le plus juste? Pour répondre à ces questions, les chercheurs de l'Université du Pays Basque ont utilisé la théorie des jeux. Plus précisément la partie qui s'intéresse aux jeux coopératifs. L'objectif des chercheurs était de déterminer la meilleure stratégie possible, pour assurer une équité entre les utilisateurs, tout en favorisant légèrement ceux qui font un usage plus intensif de l'infrastructure. Ils ont appliqué leur réflexion au cas d'une autoroute publique. L'autoroute a été divisée en tronçons, et l'objectif du calcul était de déterminer le prix d'utilisation d'un tronçon. Une variation du prix était envisagée pour diminuer le coût, si l'utilisateur parcourt plusieurs tronçons. Ce type de solution avait déjà été appliqué par des chercheurs pour l'utilisation des pistes de l'aéroport de Birmingham dans les années 60. L'objectif avait été de définir le coût d'utilisation en fonction de la taille des avions et du temps nécessaire. Cependant, dans le cas de l'aéroport, tous les avions commencent au même point, la piste d'atterrissage, et sont ensuite distribués. Dans le cas de l'autoroute, les utilisateurs peuvent arriver et sortir au niveau de chaque début de tronçon. Cela complique les calculs. C'est donc sur ce point que les chercheurs ont fourni leur contribution. Ils ont pu ainsi étendre les applications de la théorie à des situations plus complexes. Leurs travaux peuvent maintenant être adaptés à d'autres situations, comme l'utilisation d'un complexe sportif public qui propose plusieurs activités. Des chercheurs néerlandais ont par ailleurs repris les travaux, pour faire le calcul sur un réseau autoroutier complet. Vieter posté par Michel le vendredi 17 mai 2013 à 0000 vers un biomarqueur précoce, pour lutter contre l'athérosclérose développement précoce de l'athérosclérose protéine. C'est samedi que le journal of the American Heart Association a publié les résultats probants d'une étude, dirigée par le Dr Eric Thorin, professeur au département de chirurgie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal-ICM, qui suggère pour la première fois qu'une protéine présente dans le sang ANGPTL2 contribue au développement précoce de l'athérosclérose. Le Dr Thorin, son équipe et ses collaborateurs ont découvert que le niveau sanguin de la protéine angiopoïétine LIC2 ANGPTL2 est 6 fois plus élevé chez les sujets coronariens que chez les sujets sains du même âge. Leur étude fondamentale révèle également que l'ANGPTL2, non détectable chez les jeunes, augmente avec l'âge chez les sujets en santé, mais surtout augmente de façon prématurée chez les sujets ayant un taux élevé de cholestérol et des lésions pré-athérosclérotiques. Intitulée Angiopoietin Ligue de Promote Atrogens in Miss, cette étude a été réalisée grâce à un modèle animal composé de souris de 3 à 12 mois. Ces résultats constituent une avancée importante dans le domaine de la prévention et le traitement de l'athérosclérose. Bien qu'il reste encore du travail
Afin d'approfondir nos connaissances sur les mécanismes d'action de cette protéine, la protéine angiopoïétine Ligue 2 pourrait constituer non seulement un biomarqueur précoce des dommages vasculaires, mais également être utilisée pour prédire la maladie athérosclérotique, se réjouit le docteur Thorin. Depuis 15 années, le docteur Thorin, chercheur du centre de recherche de l'ICM et professeur titulaire à l'Université de Montréal, s'intéresse à l'évolution de la fonction des artères au cours du vieillissement et aux mécanismes sous-jacents à l'athérosclérose, et plus spécifiquement à l'implication de cette protéine depuis 5 ans. Grâce à ses travaux, il est connu que l'ANGPTL2 provoque une très forte inflammation vasculaire. Les niveaux de cette protéine sont augmentés dans le sang chez les patients ayant des maladies cardiovasculaires, ainsi que dans les cas de complications de certaines maladies comme le diabète, l'obésité et le cancer qui atteignent les petits vaisseaux, toutes ces maladies étant associées à une inflammation chronique. Pour le Dr Anne Ingham, professeur de cardiologue à la faculté de médecine de l'UDM et spécialiste de la prévention cardiovasculaire à l'ICM, co-auteur de l'étude, la prévention est la solution idéale contre l'apparition de l'athérosclérose, et un marqueur sanguin précoce, comme l'ANGPTL2, si les études cliniques futures le confirment, fournirait un outil important pour l'identification des sujets à risque, et sans symptômes de maladie athérosclérotique. À propos de l'athérosclérose, caractérisée par des lésions qui obstruent le flux du sang dans les artères, est responsable de maladies sévères telles l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. L'athérosclérose est une maladie chronique inflammatoire, qui évolue lentement avec l'âge, et qui est accélérée notamment par un cholestérol sanguin élevé parmi d'autres facteurs de risque, tels qu'une pression sanguine, et un taux de sucre élevé, la sédentarité ou encore le stress psychologique. Vieter posté par Adrien le jeudi 16 mai 2013 à 12h00. Les effets de la musique sur le cerveau et la santé. Bulletins électroniques de haut comme WebLink Musique et développement cérébral, apprentissage de la musique. On dit que la musique élève l'âme, mais elle élève aussi le cerveau. En effet, une étude récente réalisée par des chercheurs membres du Centre de recherche sur le cerveau, le langage et la musique CRBLM rapporte que l'apprentissage de la musique avant l'âge de 7 ans influence positivement le développement du cerveau. Plus précisément, la formation musicale pendant l'enfance favorise des connexions plus fortes entre les régions sensorielles et motrices de notre matière grise, l'aidant ainsi à mieux orchestrer la planification et l'exécution de nos mouvements. Plus encore, des données indiquent que les enfants qui suivent des leçons de musique réussissent mieux certains types de tests, particulièrement ceux de lecture et de concentration. D'autres recherches démontrent qu'une formation musicale développe les capacités auditives, notamment dans un contexte bruyant. Pareillement, l'apprentissage de plusieurs langues pendant l'enfance procure des avantages cognitifs, qui peuvent ralentir la sénescence. Le CRBLM a été créé en 2011. Il réunit les forces vives de la recherche sur l'organisation, le fonctionnement et le dysfonctionnement des systèmes nerveux musical et linguistique. Établi à l'université MCJ, et financé par le FRQNT, ce regroupement stratégique rassemble des ingénieurs, des neuroscientifiques, des linguistes, des experts en vieillissement, et des psychologues provenant aussi de diverses universités, Université de Montréal, Université Concordia, Université Laval, Université du Québec à Montréal, et de l'Inde. Par exemple, l'axe de recherche sur les neurosciences se penche sur la capacité d'apprentissage de plusieurs langues. Il tente aussi de mieux comprendre comment nos méninges interagissent avec la musique pour, à long terme, mieux cerner et peut-être traiter des problèmes de langage. Car langage et musique partagent certaines zones du cerveau. C'est ce qui explique que, souvent, un accident cérébral perturbe nos facultés musicales et verbales. Par contre, musique et parole utilisent également des circuits neuronaux séparés, et peuvent donc être perturbés isolément. Les chercheurs ont constaté que beaucoup de patients atteints d'Alzheimer
semble conserver la capacité de reconnaître la musique, alors qu'ils n'identifient plus les membres de leur famille, et que leur discours est embrouillé. Une grande partie des travaux sur la musique se fait dans le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son BRAM, situé à l'Université de Montréal. Cette importante infrastructure est intégrée au CRBLM, et dispose notamment de 10 salles de tests insonorisées à la fine pointe de la technologie et d'un système vidéo 3D d'enregistrement de mouvements. La compréhension des effets du langage et de la musique sur le cerveau représente tout un défi. En effet, il n'y aurait pas de centre musical et langagé unique dans le cerveau. Comme pour la compréhension du langage, la musique est traitée par différents chefs d'orchestre. Ainsi, chez un musicien, une partie de la matière grise se concentre sur le mouvement des mains, tandis qu'une autre partie s'efforce de déchiffrer les notes de la partition. Par des techniques de neuroimagerie fonctionnelle, les scientifiques enregistrent les réponses du cerveau et les mouvements de l'interprète à l'aide d'un système de senseurs. Ils combinent ensuite ces données dans des modèles théoriques neurophysiologiques et mathématiques pour comprendre comment le système nerveux permet à une personne de produire de la musique rapidement et facilement. Des chercheurs comme les co-directeurs du BRAM, Isabelle Peretz, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal, et Robert Zator, professeur à l'Institut neurologique de Montréal-MNI, ont ainsi établi que certains réseaux neuronaux sont tout de même exclusivement dédiés au traitement de la musique. Selon certaines études, compte tenu du fait que la musique et la zone de commande du mouvement partagent des circuits neuronaux, l'art musical peut aider les patients atteints de Parkinson, ou ceux qui ont subi un accident vasculaire cérébral à améliorer, ou à retrouver, la mobilité. Les personnes qui ont des problèmes de cognition ou de langage profiteraient également des bienfaits d'une mélodie. Les prescriptions pour une thérapie musicale, c'est pour bientôt. Vieter posté par publication le jeudi 16 mai 2013 à 12h00 Coronavirus présentation du virus, propagation. Les cas en France coronavirus RA. C'est en septembre 2012 que le premier cas mortel du nouveau coronavirus CoV a été signalé en Arabie Saoudite. Il est très proche du coronavirus humain du SRA. L'infection se manifeste par une insuffisance rénale, une fièvre et une difficulté respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort. Selon les spécialistes, les chauves-souris porteuses du virus de la péninsule arabique sont à l'origine de cette propagation qui atteint l'Europe, le Royaume-Uni, et la France en particulier. Coronavirus illustration fil/CDC/DR. Fred Murphy. Selon les enquêtes menées par l'Institut de veille sanitaire OLINF, les malades ont probablement contracté le coronavirus lors d'un voyage dans la péninsule arabique. Si la surveillance sanitaire en France est effective depuis le 1er octobre 2012, le premier cas n'a été déclaré que le 7 mai dernier. Actuellement, les malades sont isolés pour éviter la propagation de l'infection. Les personnes qui ont été en contact direct avec les malades sont identifiées et surveillées de près par le ministère de la Santé et l'INF. Après la constatation d'une dégradation respiratoire, le deuxième malade atteint du coronavirus en France est sous assistance ventilatoire par respirateur. Aux dernières nouvelles, son état de santé n'est pas encore stabilisé. Ce sont les termes de Daniel Mathieu, chef du service réanimation du CRU de Lille. Vieter posté par Michel le jeudi 16 mai 2013 à 0000, une molécule issue du cholestérol propriété anticancéreuse métabolisme, du cholestérol anticancéreux. Si le cholestérol, en trop grande quantité dans l'organisme, est bien connu pour ses effets néfastes sur la santé, des chercheurs pourraient réhabiliter sa réputation via l'un de ses dérivés. En effet,
L'équipe de chercheurs de l'INSERM et du CNRS dirigée par Marc Poirot et Sandrine Sylvain Poirot au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse INSERM/CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier, vient non seulement de découvrir une nouvelle molécule issue du cholestérol, la dendrogenina, mais elle apporte en plus la preuve, chez la souris, que celle-ci possède des propriétés anticancéreuses. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Communication. Crédit Sandrine Sylvain Poirot / Marc Poirot. La cholestérol est impliquée dans diverses pathologies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, et dans le cancer. Les connaissances actuelles laissent supposer un rôle négatif du cholestérol sur les cancers principalement pour deux raisons. D'une part, la cholestérol est un précurseur des androgènes et d'estrogènes qui sont tous deux associés au développement des cancers dits hormonodépendants 1. D'autre part, la voie de synthèse du cholestérol qui comporte plus de 20 étapes différentes conduit à l'activation de gènes protumoraux. Le blocage en amont de la voie de biosynthèse du cholestérol par des inhibiteurs tels que les statines aurait dû conduire à une protection contre la survenue de cancer voire à une efficacité anticancéreuse, ce qui n'a pas été confirmé par des études cliniques impliquant de très larges cohortes de patients. Ceci suggère une complexité plus importante de son métabolisme 2. L'équipe de chercheurs dirigée par Marc Poirot et Sandrine Sylvain Poirot s'est donc précisément intéressée au métabolisme du cholestérol. Grâce à des techniques de criblage et de synthèse chimique, les chercheurs ont pu établir que le produit de la réaction chimique d'un dérivé du cholestérol, avec l'histamine générait une nouvelle classe de stérol appelée dendrogenina. Cette molécule, obtenue en laboratoire, présente des propriétés remarquables d'induction de la différenciation et de la mort de cellules cancéreuses. Ces observations les ont conduits à rechercher cette molécule dans les tissus de mammifères. Ils ont découvert que la DA est présente dans les tissus et cellules saines chez l'homme, tandis qu'elle n'est pas détectable dans les cellules tumorales. Chez la femme, son taux est 5 fois plus faible dans les tissus de tumeurs mammaires comparé au tissu normal. Nos résultats suggèrent que la DA protège les cellules des processus de cancérisation, souligne Marc Poirot. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont ensuite tenté de restaurer la déficience de la DA dans des tumeurs implantées chez les animaux. Chez ces derniers, l'administration de la DA conduit à un contrôle de la prolifération tumorale, et prolonge leur vie. Pour les chercheurs, cette découverte est importante, car elle constitue la preuve de l'existence d'une nouvelle voie métabolique chez l'homme, à la croisée entre le métabolisme du cholestérol et celui de l'histamine, mais également parce que la DA, grâce à ses propriétés anticancéreuses, pourrait être utilisée pour le traitement de différents cancers. Notes 1 de la prostate et du sein respectivement. 2 ensembles de processus, qui impliquent à la fois la synthèse, mais également la dégradation du cholestérol en produits utilisables par l'organisme. Référence: Dendrogena arise from cholesterol and histamine metabolism and show cell differentiation and antitumor property P. de Medina, M. R. Payas, G. Segala, M. Voisin, L. Mandy, F. Dalanc, M. Lacroix-Tréqui, T. Firon, F. Pont, T. Alsati, C. Morisseau, B. Déamoc, S. Sylvain Poirot, M. Poirot. Astronomie postée par Michel le jeudi 16 mai 2013 à 0000. Le flamboyant ruban caché d'Orion, constellation d'Orion, nuage cosmique Apex O.
Cette magnifique nouvelle image des nuages cosmiques de la constellation d'Orion dévoile ce qui semble être un ruban flamboyant dans le ciel. Cette lueur orangée représente en fait la faible lumière des grains de poussière froide interstellaire, à des longueurs d'onde bien trop grandes pour être vues par l'œil humain. Ce rayonnement est observé par le télescope Apex Atacama Pathfinder expériment exploité par les zoos au Chili. Sur cette image, le rayonnement dans les longueurs d'onde submillimétriques des nuages de poussière est superposé à une image de la région en lumière visible, tirée du digitisme qui surveille. Le grand nuage lumineux en haut à droite de l'image est la fameuse nébuleuse d'Orion, également appelée Messier 42. Crédit et saut par oblique digitisme qui surveille de cliquer pour agrandir. Les nuages de gaz et de poussière interstellaires constituent la matière première à partir de laquelle se forment les étoiles. Mais, ces fins grains de poussière nous empêchent de voir à l'intérieur, et au-delà de ces nuages, tout du moins dans les longueurs d'onde visibles rendant difficile l'observation de la formation stellaire. C'est pour cela que les astronomes ont besoin d'instruments capables d'observer d'autres longueurs d'onde de la lumière. Dans les longueurs d'onde submillimétriques, au lieu de bloquer la lumière, les grains de poussière brillent du fait de leur température de quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu 1. Le télescope Apex, avec sa caméra la bokeh sensible aux longueurs d'onde submillimétriques, située à 5000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer sur le plateau Sechaj-Nantor, dans les Andes chiliennes, est l'instrument idéal pour ce genre d'observation. Cette nouvelle image spectaculaire ne montre qu'une partie d'un complexe plus important appelé le nuage moléculaire d'Orion, dans la constellation d'Orion le Chasseur. Composé d'un riche mélange de nébuleuses lumineuses, de jeunes et chaudes étoiles, et de nuages de poussière froide, cette région s'étend sur des centaines d'années-lumière, et se trouve à environ 1350 années-lumière de la Terre. Le rayonnement dans les longueurs d'onde submillimétriques dû aux nuages froids de poussière est vu en orange sur cette image, et est superposé à une image de cette région prise dans le visible. Le grand nuage lumineux en haut à droite de l'image est la fameuse nébuleuse d'Orion, également appelée Messier 42. Ce nuage est facile à voir à l'œil nu du fait de l'étoile qui semble légèrement flouée au milieu de l'épée d'Orion. La nébuleuse d'Orion est la partie la plus brillante d'une énorme nuée stellaire, où de nouvelles étoiles sont en train de naître. C'est aussi le lieu le plus proche de la Terre où se forment des étoiles massives. Les nuages de poussière forment de magnifiques structures en forme de filaments, de feuillets et de bulles, fruits de divers processus parmi lesquels l'effondrement gravitationnel et les effets des vents stellaires. Ces vents sont des flux de gaz éjectés de l'atmosphère des étoiles, suffisamment puissants pour sculpter les nuages environnants, et leur donner des formes alambiquées comme celles que nous voyons sur cette image. Les astronomes ont utilisé plusieurs séries de données d'Apex, dont celle utilisée pour cette image, ainsi que des clichés de l'Observatoire spatial Herschel de l'ESA, afin de débusquer dans la région d'Orion des protoétoiles, une des premières phases de la formation d'une étoile. Jusqu'à présent, ils ont pu identifier 15 objets plus lumineux, dans les plus grandes longueurs d'onde que dans les plus courtes. Ces nouveaux et rares objets sont probablement parmi les plus jeunes protoétoiles jamais détectées, offrant la possibilité aux astronomes d'assister au moment où une étoile est en train de se former. Note. Les objets les plus chauds émettent la majorité de leur radiation dans les plus courtes longueurs d'onde, tandis que les objets les plus froids émettent principalement dans les plus grandes longueurs d'onde. À titre d'exemple, les étoiles très chaudes, avec une température autour des 20 000 degrés Kelvin apparaissent bleues, alors que les plus froides, avec une température autour des 3000 degrés Kelvin semblent de rouge. Et, un nuage de poussière, avec une température de seulement 10 degrés Kelvin, a son pic d'émission dans des longueurs d'onde bien plus grandes, autour de 0,3 mm, dans une partie du spectre dans laquelle Apex est très sensible. Multimédia posté par publication le mercredi 15 mai 2013 à 12h00 Windows Blue.
pour mettre à jour Windows 8, Windows 8. Les consommateurs ne sont pas emballés par Windows 8, la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft. En effet, il n'a pas été écoulé suffisamment de licences comme espéré. Destiné essentiellement aux appareils mobiles équipés d'écrans tactiles comme les tablettes, le système désoriente les habitués de Windows, qui ne disposent pas encore de PC munis d'écran tactile. Pour remettre tout en ordre, Microsoft prépare le Windows Blue. C'est une mise à jour exceptionnelle, qui permettra à la firme d'apporter plus d'options à son système d'exploitation tout en répondant aux soucis des clients. Sortie avant la fin de l'année, cette mise à jour permettra aux géants américains de régler le problème en espérant la relance de la vente de licences. Durant le premier trimestre de 2013, la vente de tablettes munies d'un système d'exploitation Windows 8 n'a atteint que 900 000, tandis qu'Apple a écoulé 19,5 millions d'iPads équipés du logiciel IO. Selon Microsoft, 100 millions de licences se sont vendues en 6 mois, à peu près le même chiffre que la précédente version. Toutefois, grâce à Windows Blue, il compte relancer la vente et peser plus lourd sur le marché. Les observateurs attendent de voir si la firme de Bill Gates va restaurer ou non l'habituel menu démarrer qu'il a exclu par défaut dans Windows 8. Vieter posté par publication le mercredi 15 mai 2013 à 12h00 cheveux blancs, vitiligo un principe actif pour y remédier remettre cheveux blancs vitiligo. Main d'une personne atteinte de vitiligo. Illustration produit par licence Creative Commons. Des scientifiques des universités de Bradford au Royaume-Uni et de Arndt en Allemagne ont découvert un traitement pour inverser le processus du blanchissement des cheveux. Le principe actif est le PCQ, lequel est activé par les ultraviolets B. Ce produit est également efficace pour traiter les cas de dépigmentation de la peau ou le vitiligo. Il constitue un réel espoir pour les malades et les personnes en quête de tous les moyens pour dissimuler leurs cheveux grisonnants. Selon cette équipe de chercheurs, un important stress oxydatif est à l'origine du blanchissement des cheveux. En subissant un tel stress, des peroxydes d'hydrogène s'accumulent dans les follicules et blanchissent les cheveux. Publié dans le journal Phased, ce résultat provient des tests menés sur 2411 personnes atteintes du vitiligo à travers le monde. Cette découverte est une véritable révolution, car ce produit permet de s'attaquer au problème à la source. En effet, ceux qui se teintent les cheveux blancs n'auront plus à le faire. Après le traitement, les cheveux reprendront leur couleur naturelle. On pourra donc remédier à ce signe de vieillissement aux effets socio-émotionnels. Référence Basique évidence for épidermal H2O de /no. Médiatia oxydation nitration in segmental vitiligo y supporté biropigmentation of skin and eyelash et réduction of épidermal H2O de 8 topical NBU activate pseudocatalas PCQ. Carin U. Chalroté, Mohamed A. EL. Salem, Sarah Holt Sanda. Pansk, The Phased Journal 29 avril 2013.